Bonjour chers motonautes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de motonet.com. Nous nous trouvons en Grèce où il fait un peu gris, un peu froid, un peu humide, mais c'est quand même sympa, il y a la mer, il y a des belles motos. On voit ici la V-Strom 1050. Alors V-Strom, c'est un modèle emblématique de Suzuki, un peu comme les GSX-R qui a pu chez Suzuki, un peu comme les Bandits qui a pu chez Suzuki, un peu comme les Bergman, mais il n'y en a plus beaucoup, ou la SV qui fait de la résistance au milieu des GSX-S. La V-Strom, donc, on se souvient, elle est sortie en 2002. C'était la DL1000 à l'époque qui reprenait le bicylindre en V à 90 degrés des TL1000, des modèles R ou S plus ou moins sportifs, avec donc un bon bicylindre qui était vraiment hargneux, qui était rempli en bas, qui avait une bonne allonge, qui faisait 996 cm3 à l'époque. Et donc, Suzuki s'en était servi donc, sur son premier maxi trail, on va dire. Donc ça remonte à il y a 20 ans. Et puis en 2013, ils avaient ressorti le V-Strom. Ils l'avaient appelé 1000 alors que la cylindrée avait été rehaussée jusqu'à 1037 cm3, qu'elle possède toujours aujourd'hui d'ailleurs. La puissance avait été revue un peu à la hausse. Et puis surtout, le look avait été modifié. Il était moins convenu qu'avant, un peu plus spécifique. On se souvient notamment qu'ils avaient ressorti le bec de canard devant qui était un héritage des DR Big, des 750 ou des DRZ. Et puis il y avait un phare aussi à l'avant qui avait plus ou moins plu, qui était de forme ovale, on se souvient. Et puis donc en 2020, pour le passage d'Euro 5, ils ont fait table rase et ils lui ont donné un look à la katana avec le phare qui est tout carré devant, et puis ils ont retravaillé donc la partie esthétique. En termes de motorisation, on l'a dit, c'était un passage obligatoire à Euro 5, et malgré tout ils avaient réussi à trouver quelques chevaux, 6 chevaux, puisque depuis la validation d'Euro 5, le moteur développe 107 chevaux à 8500 tours minute. Il est toujours coupleux, 100 Nm dès 6000 tours, et ça c'est vrai que à la conduite c'est super sympa. En 2020 également, il y avait une sœur qui était née, la version XT, qui se voulait plus baroudeuse, mieux équipée, plus chère aussi, ce qui n'était pas forcément un mauvais calcul de la part de Suzuki, puisque chez les maxi trail, plus c'est gros, plus c'est sophistiqué, plus c'est onéreux et mieux ça se vend. En 2023, la V-Strom 1050 standard, on va dire, n'est plus une V-Strom de base ou basique. Elle incorpore donc notamment au niveau de l'électronique le Suzuki Intelligent Ride System, le SIRS, qui intègre notamment des cartographies moteurs, A pour actif, B basique, C confort, donc avec plus ou moins de répondants mais toujours la même puissance maxi. Et puis ce mode donc était doublé grâce à une IMU, cette centrale inertielle qui était montée sur la XT à l'époque mais pas sur la standard, débarque en 2023 sur ce modèle standard et donc informe notamment le module ABS. Au niveau des freinages, donc, la régulation se fait en fonction non seulement de l'angle mais aussi de l'assiette et puis de la pente de la route qui est empruntée. Ça permet d'ajouter des fonctions anti-stoppie, le fait de pouvoir mieux asseoir la moto puisque, on le rappelle aussi, il y a un système combiné de l'avant à l'arrière. Lorsqu'on lèche le frein à l'avant, l'arrière est un petit peu ou beaucoup activé en fonction, on l'a dit, donc, de la charge, de la pente, de la force que l'on met dans le freinage. Cette moto a pour vocation de voyager avec des valises, un top case, un passager, donc pas mal de kilos en plus. Et lorsqu'on s'arrête donc en pente, on peut saisir le frein avant, bloquer ce qui bloque automatiquement le frein arrière pendant 30 secondes. Et là, on a les mains libres pour pouvoir faire ce qu'on veut. Attention, au bout de 30 secondes, le système se désactive. Donc gardez toujours un pied sur le frein arrière tout de même. On trouve aussi sur cette 1050 standard le quick shifter bidirectionnel, donc qui permet de passer des vitesses sans se préoccuper de la poignée gauche à la montée comme à la descente. On l'a testé aujourd'hui, c'est un système qui est vraiment abouti, qui est au point.
qui permet non seulement d'attaquer un peu plus avec un peu plus de vitesse lorsqu'on le souhaite, mais aussi, pourquoi pas, lorsqu'on déambule en ville. Le système est opérationnel dès le premier rapport, très bas dans les tours, et c'est vrai qu'il ajoute un petit agrément en termes de douceur qui est plutôt le bienvenu sur ce type de machine. On trouve également un régulateur de vitesse qui s'active donc sur le commodo droite, il faut le mettre en marche, et puis ensuite on utilise le commodo gauche. C'est très facile, et puis ça peut servir sur les longues distances et sur les longues distances avec radar. En termes purement mécaniques, le moteur a été légèrement revu. Alors, il y a une histoire de soupapes creuses qui ont été remplies de sodium. On vous passe les détails, ça c'est pour améliorer la fiabilité du moteur. Ce qu'on retiendra surtout en fait, c'est au niveau de la démultiplication. Il y a 4 dents en plus sur la couronne, donc la moto tire plus court. En revanche, pour compenser cela, ils ont rallongé le premier rapport, histoire de ne pas mouliner trop vite. Et puis le 6e rapport, donc, qui est un peu plus long aussi, permet de circuler à 80 km/h, un peu en dessous des 3000 tours sur le dernier rapport, le 6e. Et puis sur autoroute, de garder la moto un peu en dessous des 5000 tours minute. C'est intéressant, c'est important parce que au-delà, le moteur commence à vibrer très légèrement. C'est tout à fait supportable jusqu'à 6000 tours. Donc même si on veut rouler un peu plus vite que la limite autorisée, il n'y a pas de désagrément. Mais après, c'est vrai que ça commence à vibrer un peu. Et donc, ils ont revu l'étalage de la boîte. Au niveau de la partie cycle, petite modification sur la boucle arrière afin de la rendre un peu plus résistante au choc, parce que le programme de la standard est routier, certes, mais le programme de la DE, c'est une nouvelle venue, lui est plus tout terrain. Le gros changement sur la DE, c'est la roue avant. En effet, on se rappelle que la XT avait déjà des jantes à rayons, mais celle-ci a une jante de 21 pouces au lieu de 19. Un pneu plus fin, 90 sur 90 au lieu de 110 par 80, et une fourche et un amortisseur qui bénéficient de débattements plus importants, 170 à l'avant, 169 à l'arrière, c'est un bon centimètre de plus. La garde au sol évolue aussi, elle passe de 165 sur le modèle standard à 190 sur ce modèle-là. Ça permet d'aller donc plus loin, de sauter peut-être un peu plus haut, de faire des réceptions un peu plus basses et puis de passer donc sur des obstacles qui pourraient être plus importants. Tout ça pour avoir donc un meilleur comportement en tout terrain. On l'a testé brièvement tout à l'heure sur les bords de mer et c'est vrai qu'à ce niveau-là, elle se défend plutôt bien. Elle se défend aussi très bien grâce à la monte de pneus qui change des Adventure 41 sur la standard et des Trailmax Mix Tour de Dunlop qui permettent de mieux tracter. Ce qu'on note justement au niveau de la traction, le pneu arrière est un tubeless parce que c'est d'après Suzuki ce qui se fait de mieux. En revanche, à l'avant, ils ont choisi de monter une chambre à air. L'explication qu'ils nous ont donnée, c'est qu'en tout terrain, il arrive parfois qu'on plante l'avant sur quelque chose de trop dur, la jante peut être potentiellement déformée et dans ce cas-là, le fait d'avoir une chambre à air, ça peut permettre de terminer son périple ou en tout cas au moins de rentrer chez soi ou à l'atelier le plus proche. En revanche, pour l'arrière, ils n'ont pas choisi cette solution-là. Donc c'est une solution hybride. Bon, pourquoi pas. À la conduite sur route, on a préféré la standard. Très honnêtement, pourquoi ? Parce qu'en fait, la DE est plus haute. Donc déjà, il y a un peu plus de ballon. C'est plus physique. Pour inscrire la moto en courbe, elle résiste un peu plus aussi sur les changements d'angle. Et puis en termes de suspension, c'est vrai qu'on gagne en confort, c'est incontestable. On gagne aussi donc, en comportement TT, mais on perd la rigueur et la sérénité qu'on a et qu'on apprécie particulièrement chez Motonet sur la version standard. Alors, à quoi est dû aussi ce côté un peu plus physique de la DE par rapport à la standard? Si le cadre en alu, les doubles poutres n'ont pas été touchés, en revanche, le point au niveau de la colonne, elle a été légèrement ouverte. L'angle passe de 25,40 à 27,30 et la chasse passe de 110 à 126 mm, ce qui explique donc ce gain en stabilité qui est précieux, notamment en tout terrain. On aime bien pouvoir poser sa roue avant de manière stable et avec confiance.
En revanche, on perd un petit peu de l'agilité qui fait merveille sur la V-Strom 1050 standard. À l'arrière, on l'a dit, il y a plus de débattement, il y a un bras oscillant qui a été rallongé afin d'améliorer encore la traction, notamment en tout terrain, c'est évident. Et sur route, ce qu'on perd aussi un petit peu, c'est toujours cette rigueur, cette précision, cette possibilité de vraiment remettre plein gaz parce que le moteur est vraiment bien rempli. À partir de 5000 tours, il commence vraiment à tracter avec force et conviction jusqu'à 9000 tours et un peu plus au niveau de la zone rouge. Donc on a 107 chevaux quand même qui sont présents, et c'est vrai que sur cette version là, l'amortisseur a tendance à rebondir un petit peu lorsqu'on se trouve sur des routes vraiment parfaites. On passera mieux avec la standard. Parlons de la position de conduite. Elle a été modifiée forcément sur la DE. On trouve un guidon qui est un peu plus large, 2 cm de chaque côté quand même. Un peu plus haut, 2 cm. Je vais simplifier parce qu'il y a des millimètres aussi, mais globalement c'est 2 cm plus haut, 1 cm en arrière, ce qui permet de mieux tenir lorsqu'on est en position debout, mais ce qui n'est pas désagréable non plus sur route. Les repose-pieds, ils ont été légèrement avancés de 1,5 cm et légèrement rehaussés de 1,5 cm. Là, la différence est moins flagrante. En revanche, ce qui est flagrant, c'est la hauteur de selle qui est de 880 mm sur cette version-là, 850 sur l'autre. Il y a possibilité de la rehausser, mais c'est un peu compliqué avec les vis, donc on ne l'a pas fait ce matin, on était un peu pressé. Moi qui mesure 1,80 m et qui ai des grandes jambes, c'est vrai que je préfère avoir une selle un peu plus haute. Sur celle-ci, on est servi, on n'a pas besoin de la régler plus haut, ce serait un peu déraisonnable. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'elle est un petit peu plus fine sur la partie avant, ce qui permet de mieux joindre les genoux et d'être mieux de faire corps avec la moto. La DE, elle a perdu malheureusement un peu en protection, en tout cas d'origine, et puis en facilité, en praticité, puisque la selle n'est pas réglable et la bulle est réglable, mais avec des vis. Il faut retirer les vis ici, la remonter manuellement, revisser, c'est un peu fastidieux, alors qu'il y avait un système qui était loin d'être parfait, on vous l'accorde, mais qui était présent sur la standard, qui l'est toujours, et c'est une patte qu'il suffit de tourner pour rehausser et régler à la hauteur qu'on souhaite la bulle qui est plus grande sur la standard et qui permet de protéger tout le casque, les épaules, et les avant-bras sont un petit peu dans les courants d'air, mais les mains sont protégées par les protège-mains qui sont de série sur les deux modèles. On trouve un petit bonus, un petit plus sur la DE, c'est le mode gravel, le mode G, qui autorise donc une glisse de l'arrière. C'est vrai que lorsqu'on est sur le gras du couple et qu'on accélère assez doucement, elle autorise des petites dérives. Ça peut être rigolo. Bon, étant donné mon faible niveau en tout terrain, j'ai vite cessé de m'amuser, mais c'est vrai que les camarades qui ont pu le tester de manière un peu plus virile, on va dire, avaient l'air comblés. Et puis c'est un mode donc qui permettra de se faire à la main petit à petit jusqu'au point où on pourra retirer, pourquoi pas, cette assistance. A noter que sur route, le traction control ne prend pas en compte l'angle de la machine. C'est bizarre parce que a priori il s'agit d'ajouter une ligne de code dans le boîtier, mais Suzuki n'a pas utilisé cette fonction-là, pas sur ces versions-là, en tout cas 2023. A noter pour ceux qui souhaiteraient vraiment partir à l'aventure avec cette DE prochainement, le fait que l'ABS, qui dispose déjà de 2 niveaux, que ce soit sur la standard ou la DE, sur cette version-là, il y a la possibilité de désactiver, déconnecter l'ABS de la roue arrière, ce qui permet de bloquer la roue arrière. Ça peut servir en tout terrain. Sur la route, c'est beaucoup moins recommandé quand même. Petite précision au niveau de l'électronique. La moto garde en mémoire tous les réglages qui ont été établis pendant le roulage. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, seule chose lorsqu'on redémarre et qu'on le souhaite au besoin, c'est de redéconnecter l'ABS parce que par sécurité, les Japonais ont préféré faire en sorte que lorsqu'on démarre la moto, l'ABS soit présent sur les 2 roues. Petite déception peut-être au niveau de la DE, c'est le réservoir qui reste le même que celui de la standard, 20 litres. Alors effectivement, compte tenu de
la consommation est plutôt raisonnable, 5,2 litres d'après le constructeur. On peut tourner autour de 5 litres si on est vraiment très doux. On a fait du 5,4 litres sans trop l'aménager. Donc ça permet de dépasser allègrement les 350 km d'autonomie. Mais c'est vrai qu'il y a chez les fans de Maxi Trail des amateurs d'autonomie vraiment plus importante. Et on aurait pu peut-être placer un plus gros réservoir, 25, pourquoi pas 30 litres, comme ça se fait sur d'autres modèles. Le petit souci qu'il y aurait eu peut-être aussi, c'est le poids, parce que dans sa version standard, la moto pèse déjà 242 kg. Dans cette version-là, elle pèse 10 kg de plus. Alors c'est vrai que Suzuki a choisi de bien équiper ses motos. On a par exemple deux séries, la béquille centrale. On a sur cette DE des protections tubulaires latérales, donc ça pèse forcément. Et donc sur cette version, elle pèse 252 kg. On ressent le poids encore plus, de manière plus frappante, parce que la moto est plus haute. Donc c'est vrai que sur les manœuvres, et lorsqu'il faut bouger la moto, l'enlever de la latérale, monter dessus, ça commence à être un peu impressionnant. Et du coup, 10 litres d'essence en plus, ça aurait peut-être fait un peu trop. Autre très bon point pour Suzuki, c'est l'arrivée d'un écran couleur TFT 5 pouces. C'est vraiment un bon point dans le sens où il est pas énorme, mais très lisible, très complet, bien agencé. Il y a des commodos à gauche qui sont vraiment très simples. Il y a 3 touches, en haut, bas, sélection. On navigue très bien dans les sous-menus, on arrive à la régler sans aucun souci. La petite déception aussi, c'est le fait qu'elle ne soit pas connectée. On sait que la GSX-S 1000 GT bénéficie d'un module Bluetooth. Pourquoi ne pas l'avoir intégré dans cette V-Strom 1050 DE ou sur la version plus routière? Pourquoi pas? On se pose la question, à voir si prochainement sur une nouvelle version, sur une mise à jour, le module apparaîtra ou pas. Pour conclure, rappelons les tarifs qu'on connaît depuis un certain temps, puisque les motos sont en précommande sur le site Suzuki Shop depuis quelques mois maintenant. 15 399 € pour la version standard, la version qui apparaît dans 4 couleurs différentes. C'est les mêmes prix pour tous les coloris, ça c'est plutôt un bon point. 15 400 €, ça peut paraître élevé, surtout que c'est 2100 € que la précédente version, mais c'est vrai que la précédente version c'était une V-Strom 1050 de base, ou pour ne pas dire basique. Il manquait pas mal de choses qui sont apparues en 2023. Pour la DE, il faut compter 15 999 €, 16 000 boules. Ça peut paraître un peu cher, mais finalement, par rapport à des maxi trail qui se vendent comme des petits pains dans les concessions, notamment BMW, rappelons que la GS Adventure commence à 21 190 € et encore c'est vraiment le strict minimum, c'est sans aucun pack, sans aucune option. La GS qui s'est très bien vendue aussi part à 19 890 €. Alors c'est vrai, la grande rivale de la V-Strom 1050 c'est l'Africa Twin 1100 et on sait que dans sa version de base véritablement dépouillée, pour pas dire enduro, la CRF 1100 commence à 14 349 €. Mais pour une version mieux équipée, l'Adventure Sport, il faut tabler sur 16 849 €. Rappelons aussi que les Tiger GT 900 sont à 14 395 €, voire 15 195 € en version rallye. Autre choix possible, c'est la Multistrada 950 qu'on appelle V2 chez Ducati désormais, puisqu'il y a la V4 en haut de gamme. La V2 démarre à partir de 15 790 €. C'est à peu près le même prix. C'est vrai qu'il y a le Ducati Safety Pack qui est un peu plus sophistiqué. Après, il y a des lignes qui sont différentes. Franchement, ça vaut un essai et ça vaut surtout un comparo. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ces deux Suzuki. Restez connectés, à plus et bonne route. Wouh!